L'après-midi a été tellement riche qu'on ne sait pas par où commencer. C'est vrai que les propos de Chantal Delsol éclairent les propos du début de la séance, sur la prise en charge de la fin de vie. Et on retient bien ce que vous nous avez dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où ça se fait partout, eh bien c'est justifié, c'est un petit peu notre inquiétude par rapport à la fin de vie, au suicide assisté, à l'euthanasie. Je ne sais pas si je l'aurais dit exactement comme ça, mais effectivement, il y a un danger que la réflexion soit aussi courte que ça. L'idée, c'était aussi qu'il n'y ait plus trop de notions d'universel, ou qu'en tout cas, on ait du mal à le définir. C'était peut-être un peu ça. Je laisse la parole, peut-être. Ce qui m'a frappé dans votre exposé très intéressant tout à l'heure, c'est justement la question des raisons du suicide qui ont complètement changé. Le suicide est considéré dans les sociétés chrétiennes comme un péché, en fait. D'ailleurs, on n'accorde pas de funérailles aux suicidés dans les sociétés chrétiennes. Tandis que dans les sociétés pré-chrétiennes, au contraire, le suicide est souvent considéré comme une très bonne chose. Il faut dire aussi que les gens souffraient beaucoup, la médecine n'était pas développée comme maintenant. Mais quand on voit le suicide chez les stoïciens, chez les épicuriens, il n'y a vraiment aucun problème. Mais tout à l'heure, on parlait de ça. Ce que je trouve gênant, c'est pas tellement que les gens réclament l'euthanasie, parce qu'en fait, si non plus l'idée chrétienne du suicide, je ne vois pas pourquoi ils ne voudraient pas se suicider. Ce qui me choque le plus, c'est que les symboles soient volés, c'est-à-dire que ce soit le médecin qui doive pratiquer l'euthanasie. Si on crée un corps de personnes spécifiques qui fassent ça, à la limite, ça ne me choquerait pas parce qu'il n'y a plus de croyance contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je vous laisse répondre après. Ça fait partie de la discussion. Bon, moi, vous l'avez entendu tout à l'heure, je vais quand même beaucoup plus loin sur la question, sur cette question-là. Mais ce qui est choquant, effectivement, dans le suicide assisté ou l'euthanasie, c'est que ça fait appel à autrui. C'est que là, on ne devrait même pas appeler ça le suicide, donc on ne va pas jouer sur les mots, mais c'est bien parce que déjà, ça fait appel à autrui, et effectivement, en plus, et donc c'est cette liberté réciproque que je ne trouve pas respectée du tout, donc il y a quelque chose d'assez antinomique, et puis effectivement, on peut aller au-delà avec la question de que vient faire la médecine là-dedans, quel risque universel sur la trahison de la relation médecin-malade, etc., qui n'est pas du tout réfléchi, parce qu'on n'est pas dans des théories conséquentialistes, on est dans des... Voilà, donc, Madame, je suis assez honoré de me trouver en pensée assez proche de vous, alors que je ne suis qu'un chirurgien, peut-être une philosophe, et que donc je suis sur une planète apparemment différente. Alors, sur cette question très, très profonde de l'euthanasie, de la mort assistée, pendant que j'étais à la Ligue, on m'a demandé si la Ligue contre le cancer avait une position sur ce problème de l'euthanasie, ou s'il fallait en prendre une. Et moi, j'ai toujours... certains disent que je suis pacificateur, mais peut-être parce que j'ai contourné les problèmes, ce qui est plutôt un défaut qu'une qualité. Quand j'avais un malade qui souffrait beaucoup, je le calmais, je le traitais, et je prétends qu'à ce moment-là, on ne savait pas le traiter. Pourquoi? Parce que c'était des religieuses qui avaient les clés de la boîte à morphine, et que la morphine était quasiment interdite. Et que la souffrance avait peut-être une valeur rédemptrice. Peut-être. Et moi, j'étais tout jeune, mais déjà, j'avais mes convictions. Et il y avait un garçon qui souffrait beaucoup, et j'avais compris avant d'autres, mais j'ai pas tout compris
J'avais compris avant d'autres que la morphine, il fallait la donner avant, un peu avant, comme les antibiotiques. C'est-à-dire que le malade ne soit pas toujours à crier qu'il a besoin d'une autre morphine. Donc, il fallait donner toutes les 6 heures, mettons. Et à ce moment-là, le problème de l'euthanasie me paraissait dépassé, parce que si quelqu'un meurt le mercredi sans souffrir, au lieu de mourir le samedi en souffrant, vous avez fait de la médecine et pas de l'euthanasie. Vous avez fait de la médecine. C'est-à-dire que vous l'avez porté assistance. Et ça, je crois que... Alors, là où je vous rejoins, c'est vraiment... Il faut tuer, meurtre. Quelqu'un qui ne souffre pas. Mais à ce moment-là, il faut créer des emplois et refaire le bourreau de Béthune. Voilà, il y aura un bourreau dans la ville, on l'appellera, mais il ne sera pas médecin. Pourquoi il serait médecin? Voilà, mais je prends des risques en disant ça, monsieur. Olivier, tu voulais faire un commentaire? Oui, moi je disais tout à l'heure en aparté, là, que si je me suis pas mal engagé sur ces problèmes-là de fin de vie, c'est que je me suis retrouvé dans un service, il y a quelques années, j'étais interne, avec des patients qui avaient justement cancer du poumon, qui souffraient, et on ne savait pas manier la morphine, le palfium. Au bout de 2 heures, ils recommençaient à souffrir et crier. À l'époque, on était seuls, hein, les internes, on était seuls, on était moins entourés que maintenant. Et j'avais trouvé dans une revue un article de Cicely Saunders, qui a fondé les soins palliatifs, et j'avais fait la potion. Hein. Il y avait une potion dans laquelle il y avait de la morphine ou de l'opium. Et je l'ai envoyé, j'ai fait l'ordonnance, je l'ai envoyé à la pharmacie centrale des hôpitaux, et j'ai reçu un coup de fil du pharmacien-chef de l'hôpital qui me dit « Jonquet, vous êtes un assassin ». Donc ça m'a énervé, et je suis encore énervé par ça. Donc c'est peut-être pour ça que je suis là ce soir. Et en fait, quand on reprend l'histoire un peu des soins palliatifs, Virginie pourrait le dire mieux que moi, mais Cicely Saunders, elle justement a lutté contre ça. Contre le DLP, on a tous connu l'épaule du DLP, le dolosal largaltifénergan. C'est-à-dire, en 20 minutes, c'était plié, et on n'en parlait plus, et on passait au suivant. Donc elle s'est élevée contre ça, et elle dit, il y a d'autres moyens de calmer. Si on peut calmer la douleur, et permettre aux gens de vivre, de supporter, et d'entourer les gens, c'est pas tout de donner une potion, il faut être avec. Et c'est ça ce qui m'a intéressé dans les soins palliatifs, moi, que j'ai découvert. Je ne l'ai pas dit assez rapidement, mais j'étais responsable de la réanimation d'un service de maladies infectieuses, et donc j'ai vu les premiers malades du sida, et le sida, les soins palliatifs sont nés avec le sida. C'était des types jeunes, ça faisait du mal à tout le monde, qui en 3 mois étaient pliés, quoi. Et donc on les voyait se dégrader de jour en jour. Et c'était insupportable. Et on a créé les soins palliatifs à partir de ça. Et voilà, donc moi personnellement, je suis assez, je suis assez, comment dire, je suis contre l'intention de donner la mort. Parce qu'un même acte technique peut avoir des significations éthiques différentes. Je peux donner de la morphine ou un anxiolytique pour flinguer le patient, c'est facile, hein. Ou pour le calmer. Ce que je veux, c'est qu'il ne souffre pas. C'est-à-dire qu'il soit apaisé, qu'il peut dormir, etc. Très bien. Mais je ne suis pas là pour pousser la seringue. Alors, ça arrive, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Ça peut arriver en quelques heures, en 2 jours. Mais je n'ai pas soufflé la bougie. Mon but, c'est de calmer le patient et pas de le tuer. Et le problème, il est dans l'intention. C'est-à-dire, je peux donner de la morphine pour tuer, je peux donner la morphine pour calmer, je peux donner un anxiolytique pour soulager l'angoisse, je peux donner un anxiolytique pour déprimer la respiration, et il meurt. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Les bonnes sœurs, elles n'avaient rien compris. Et d'ailleurs, les grands patrons non plus n'avaient rien compris. Parce que le premier qui s'en est occupé, qui en a parlé, c'est le pape Pie XII en 56-57,
sur la morphine pour calmer la douleur, et qui a dit que, attendez, le double effet, alors le double effet, bon, je ne renie pas mes origines, on me dit tu es jésuite. Bon, je veux bien, mais on est là pour calmer la douleur, il y a des gradations dans la morphine. Si, en voulant calmer la douleur, j'accélère le décès, j'ai fait mon boulot, je calme le patient. Mais si je filais la morphine pour qu'il meure, d'emblée, sans faire les paliers, eh bien, j'ai pas fait ce que je dois faire. Mon but, c'est de calmer et de soulager, c'est pas de tuer. Alors, c'est sûr que je ne cache pas derrière le petit doigt, hein. On est parfois sur la corde raide. Hein. On est parfois sur la corde raide. Mais il faut nommer ce qu'on fait. Et il faut savoir nommer ce qu'on fait. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à nommer ce qu'on fait. Et on l'habille de considération. Alors, je ne vais pas emboliser, je vais compléter exactement ce que vous avez dit. Je ne voudrais pas que mes propos, en plus, aient été mal interprétés, surtout à la fin, quand je parle de la souffrance, qui n'est pas le contraire de la vie. Je l'ai dit, je ne fais pas l'apologie de la souffrance, mais je vais vraiment compléter exactement ce que dit M. Jonquet. En fait, de façon très schématique, il y a 3 actes qui se ressemblent beaucoup par les molécules qui sont utilisées et par le résultat, qui peut être finalement le décès du patient. Donc, je vais faire court, je ne vous fais pas un enseignement, mais quand même, je pense qu'il faut quand même que ça soit compris, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de malentendus, et du coup, ça diffuse de l'incompétence, même au niveau médical, on peut le dire, parce que les gens croient qu'ils sont prudents, et en fait, ils sont couards, quoi. Donc, moi, ça m'agace énormément, hein. C'est aussi pour ça que je suis là toute la journée sur les estrades, en plus de mes patients. Donc, il y a ces trois gestes, ces 3 pratiques. C'est la pratique du double effet. Je crois que c'est quand même Thomas d'Aquin, hein, pour revenir à votre idole, enfin je plaisante, mais c'est quand même Thomas d'Aquin qui l'a décrite. Et il y a après la pratique, je vais la définir avec mes mains en tant que méridionale, il y a la pratique de la sédation, parfois dite définitive, j'en ai parlé ce matin, profonde et continue jusqu'au décès, et la pratique de l'euthanasie. D'accord ? Soyons clairs dans l'ordre de ce qui est le plus complexe sur le plan éthique ou non. La pratique du double effet que vient de définir M. Jonquet, c'est mon intention, c'est vraiment la question de l'éthique de l'intention. Là aussi, c'est Thomas d'Aquin et plein d'autres, Kant et compagnie. Avec tout mon respect, puisque je l'ai aussi signifié tout à l'heure. Donc la pratique du double effet, c'est je combats un symptôme avec des molécules, parfois toujours les mêmes, disons morphine ou hypnovel, peu importe, morphine et anxiolytique, antalgique et anxiolytique, et je combats ce symptôme en assumant un risque potentiel d'un inconvénient majeur derrière, qui peut être soit la rupture de la vigilance du patient, le coma, soit le décès. Je l'assume parce qu'il y a des conditions. Les conditions, c'est pour ça qu'on ne fait pas complètement dans l'air, mais tout le monde croit qu'on fait dans l'air et que c'est hypocrite, ça ne l'est pas du tout. Les conditions, elles sont définies justement par Thomas d'Aquin. Il y a notamment une bonne proportionnalité à l'acte, c'est-à-dire qu'il y a une grosse probabilité pour réussir à avoir l'effet positif et pas l'effet négatif. Il y a l'intentionnalité de l'acte, il y a le fait qu'on ne passe pas obligatoirement, la non-conditionnalité, c'est qu'on ne passe pas forcément par la mort pour arriver au soulagement du patient. Et il y a aussi une phrase que je n'ai jamais très bien compris, je fais un peu exprès, c'est que l'acte doit être moralement bon. Bon là ça flotte un peu. Ouais, mais vous comprenez bien qu'il y a quand même un peu de subjectivité dans cette affaire. Bon, ça c'est le double effet qui passe par les mêmes molécules avec l'intention, vous l'avez compris, de calmer un symptôme en assumant un risque éventuellement grave, mais avons-nous le choix, devons-nous laisser un patient qui s'est confié à nous dans un embarras extrêmement grave en lui disant non, je peux rien faire pour vous parce que si je monte un petit peu, il va se passer. Bon, ça ce serait vraiment l'hypocrisie. Deuxième cas, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès, dont on nous rebat les oreilles et que personne ne comprend. La sédation profonde et continue jusqu'au décès, c'est clairement l'intention de rompre la vigilance d'un patient, donc de le mettre en coma artificiel. Pas la peine de parler de sommeil ou je ne sais trop quoi, qui pourrait être quelque chose qui paraîtrait naïf, doux, etc. Tout ça, c'est des mots qu'on peut oublier. La question, c'est de rompre la vigilance d'un patient, le mettre en coma artificiel et faire ce qui est extrêmement important, qu'il ne ressente plus son vécu d'insupportable. C'est bien le vécu du patient qui est émoussé, qui est enlevé, de façon à ce que, pour le dire le plus simplement possible, il ne souffre plus. Et après, de façon très simpliste, advienne que pourra, c'est ce qu'on pourrait appeler le laisser mourir. On ne se mêle plus d'entretenir la survie et on laisse le patient décéder de sa pathologie initiale sans artificialiser sa survie. Jusque-là, vous me suivez. Et bien sûr, le troisième acte, c'est l'euthanasie, et dont l'intention est clairement d'abréger les jours du patient, et rapidement en plus. Et il se trouve que ces trois pratiques se pratiquent avec quasiment les mêmes molécules, d'où les confusions, et arrivent souvent à peu près au même résultat, d'où la confusion. Mais si
on prétend être dans une morale conséquentialiste, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent au fait que de toute façon le patient est mort, donc vous êtes hypocrite, c'est le même geste, eh bien probablement qu'ils pensent qu'un homicide volontaire est pareil qu'un homicide involontaire. Forcément, moi je ne partage pas leur opinion. Voilà, j'espère que je vous ai fait un bon petit cours sur les soins palliatifs et la fin de vie. Maintenant, j'embolise pas la question. Est-ce qu'il y a des questions sur cette thématique dans la salle? Oui, je vous remercie d'avoir un peu précisé votre propos, parce que tout à l'heure j'ai entendu meurtre, j'ai entendu il faut mourir et avoir conscience d'abord, donc souffrir. Donc j'étais un peu choqué, si je veux dire. Vous avez un peu adouci votre propos, ce que je préfère. Et moi je suis tout à fait d'accord avec mon ami Pujol et Jonquet sur, effectivement, empêcher le patient de souffrir et donc évidemment adapter la posologie à cette souffrance qui va éventuellement conduire à la mort, c'est tout à fait d'accord. Mais et ça je pense que dans votre pratique, et je l'ai vu dans ma propre famille, c'est quelque chose qui se fait et c'est très bien. Il y a aussi l'autre versant de la question, c'est que le patient n'a pas son mot à dire, si j'ose dire. C'est-à-dire que le patient, il souffre, il crie éventuellement, mais si le patient dit, par exemple, je souffre de façon abominable, vous m'avez dit, docteur, que j'en ai pas pour 10 jours, 15 jours à vivre, donc moi je préférais éventuellement que vous poussiez un peu la seringue pour que ça dure 2 jours, plutôt que 15 jours ou 12 jours. Et donc ça, c'est la personne qui va effectivement donner son avis, enfin participer à l'acte d'empêcher la souffrance. Donc ça, comment vous prenez en charge ça? Est-ce que vous voulez le prendre ou est-ce que vous ne pouvez pas le prendre ou... Vous n'allez pas souffrir, enfin, pardon, après j'arrête, mais en fait l'idée, j'ai vraiment l'impression que du coup le message, parce qu'il y a beaucoup il y a des difficultés entre émetteurs et récepteurs, il y a nos émotions et il y a le côté finalement personnel qui rentre en ligne de compte, mais la question n'est pas de laisser souffrir une personne pendant 15 jours. La question est de bien sûr l'entendre et obtempérer, parce que la plupart du temps c'est totalement adapté, obtempérer à son souhait particulièrement, notamment de ne pas être conscient. Et donc de ne plus percevoir la souffrance qui lui fait revendiquer qu'on abrège ses jours. C'est ça de l'euthanasie? Non, ça c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès qui est autorisée. Le double effet et la sédation sont autorisés, l'euthanasie est interdite. La limite, si on parle de limite, est assez ténue. Pas vraiment, c'est la limite entre d'intention. On prend le cas du cancer, bon, c'est assez clair. Joël, je voudrais dire quelque chose que peut-être tu n'as pas connu. C'est que quand il y a des états de souffrance, ils sont peut-être moins nombreux qu'on ne le croit en cancérologie, mais il y a des types de douleurs qui sont vraiment atroces. Et que personne qui ne les a subis ne peut les comprendre. On me dit, ceux qui ont perdu un enfant de 25 ans d'un accident de voiture, ils disent personne ne peut comprendre la douleur de quelqu'un qui enterre son enfant. Personne. Donc moi, quand je vois une souffrance comme ça, ou je suis médecin, ou je ne suis pas médecin. Or, je suis médecin, je veux le calmer. Je ne veux pas le tuer, je veux le calmer. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que quelquefois, au lieu de mourir 3 jours avant, il meurt 3 jours après parce qu'il est mieux calmé. Donc là, je dis, moi, je suis dans la médecine. Voilà. Je l'ai aidé. Mais, alors toi, tu aurais voulu presque qu'il signe un papier avant. Non. Mais il signait le papier en criant. Non, je voulais dire, est-ce qu'on... Donc, votre acte médical, effectivement, d'abréger la souffrance, etc., bon, je le comprends, et je l'ai vu pratiquer, et c'est tout à fait normal. Donc, je voulais dire... Dans l'aspect euthanasie, il y a l'aspect, le patient demande à ce qu'on abrège ses souffrances, physiques ou morales, et donc demande une euthanasie, c'est-à-dire. Non, bon, il demande de ne plus souffrir. Oui, d'accord, mais je pense que certains appellent ça une euthanasie. Moi, je n'ai jamais fait euthanasie. Peut-être un commentaire de Virginie Perrotin. Est-ce que vous avez des demandes d'euthanasie dans un service de soins palliatifs?
Oui, bien sûr. Donc il y a des demandes d'euthanasie, comment dire, avérées, après les avoir décodées, qui s'avèrent être des demandes d'euthanasie. Et puis il y a des des appels à ce qu'on soulage la souffrance, pour le dire le plus simplement du monde, qui peut être extrêmement variée, hein, notamment une souffrance physique et puis aussi une souffrance morale liée à un concept d'abandon sociétal et familial, donc un regard porté sur certaines personnes, je l'ai essayé de le décrire ce matin, qui les exclut, ou qui leur fait ressentir qu'ils sont exclus de la dignité humaine et qui demandent à ce qu'on abrège leur jour. Ça, ce sont des demandes qu'on peut, que ce soit des symptômes ou des ressentis de ce type, on peut les faire tomber, notamment avec notre sollicitude et avec le regard aimant et plein d'amour humain qu'on porte sur eux dans les équipes de soins palliatifs. Ça, j'ai pas du tout développé, bien sûr, parce que je suis arrivée à la partie épineuse qui fait dire que malgré tous les bons soins, décrits par aussi Olivier Jonquet, Henri Pujol, tous les bons soins, toute la sollicitude, tout le soulagement avéré des symptômes, qu'ils soient physiques jusqu'à psychiques et jusqu'à l'angoisse existentielle. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'où ça nous mène quand même, hein, soulager l'angoisse existentielle en mettant quelqu'un dans le coma, on va très très loin. Et bien malgré ce, ça ne suffit pas à nos concitoyens qui voudraient non pas être soulagés, pour reprendre votre... non pas, bien sûr, mourir le vendredi dans d'atroces souffrances, et non pas être soulagés, mourir le mardi en étant soulagés, mais mourir le lundi parce qu'ils l'ont décidé. Sans souffrance particulière. C'est de ça dont on parle. C'est ça le point d'achoppement. Hein. C'est absolument pas de ne pas soulager les patients. Hein. Les patients, on les soulage et on les entend. Enfin, en tout cas, quand ils sont pris en charge par des équipes de soins palliatifs, ils sont entendus, écoutés et obéis. Après, je peux rejoindre l'inquiétude sociétale que ce ne soit pas le cas partout. C'est pour ça que ce matin, j'ai envoyé une petite pique en disant que le trouble dans la confiance médecin-malade n'était pas complètement sans fondement. Hein. Je peux rejoindre cette inquiétude-là. Oui, on pourra passer des heures là-dessus. Il y a le problème des cancers, etc. Moi, j'ai vécu les scléroses latérales amyotrophiques. Le diagnostic de sclérose latérale amyotrophique, on a une médiane de vie de 2 ans. Hein, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, la moitié sont morts. Donc c'est sûr que c'est un accompagnement qui n'en finit pas. Et qu'à un moment, il y a paralysie musculaire, masque facial. Puis après, on peut aller certains vont jusqu'à la trachéotomie, les Japonais vont jusqu'à la trachéotomie. Et puis quelquefois, le malade, il va filer comme ça, il ne peut pas dormir, et il vous dit, écoutez-moi docteur, je ne peux pas, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, arrêtez-moi ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On débranche. Moi, il m'est arrivé, je vous le dis, de débrancher des malades trachéotomisés, ventilés 24/24, qui ne voulaient plus vivre, quoi. Moi, je connais les myopathes avant, à 18 ans, ils étaient morts. Maintenant, ils vivent qu'à 40, 45 ans, 50 ans. Mais au début, on n'avait pas ça. Donc. Maintenant, il y a des gens trachéotomisés, ventilés 24/24, ça marche pendant 5 ans, 10 ans. Et puis après, il lui dit, docteur, moi, j'en peux plus. Alors, on ne va pas lui dire, bon, mais très bien, ça ne peut plus, j'arrête. Bon, on accompagne, etc. Et puis après, quand au bout de quelques semaines, quelques mois, on est vraiment conscient du fait que finalement, le maintien artificiel de la vie, il n'y a plus de sens à la vie, il n'y a qu'un maintien artificiel. Qu'est-ce qu'on fait? On supprime l'artifice. L'artifice, c'est la ventilation. Seulement, vous n'allez pas regarder, tu ne vas pas regarder, tu débranches, tu ne le regardes pas s'asphyxier, ton malade. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu l'endors. Voilà. Mais le but, c'est pas je pense en conscience, je ne l'ai pas tué, c'est lui qui est malade, qui sa vie ne dépend que d'un appareil, eh bien je supprime cet artifice. Par contre, et donc je vais le calmer parce que je ne vais pas le regarder s'asphyxier. Par contre, dans le fait de l'euthanasie, comme on évoquait, avec le Tolosal-Phénergan, le DLP, qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un est en vie, on donne un artifice pour le tuer. Et ça, c'est différent. Voilà. Mais on pourrait passer des heures. Encore une question, et puis on passera à la filiation. Oui. Oui, Joël Nicolas, ex-pédiatre. Pour avoir travaillé longtemps avec des enfants atteints du sida, je me suis intéressée effectivement aux soins palliatifs.
Et on a été confronté, en même temps que la montée de la technologie ou de l'accompagnement dans les unités de soins palliatifs et dans les services, on a été confronté à des demandes de plus en plus importantes et nombreuses de la part des militants en particulier sur l'euthanasie. Et là, il y a une contradiction. Plus les soins palliatifs ont été performants et ont pu accompagner des personnes dans des très bonnes conditions, plus il y a eu dans la société des demandes d'euthanasie. Alors c'est une question, c'est une remarque que je fais, je n'ai pas du tout la réponse, mais bon, c'est intéressant de le remarquer. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai été très frappée dans l'exposé de la philosophe, et excusez-moi, je ne me souviens plus de votre nom, du dernier point, c'est-à-dire de définir les limites à partir au regard des conséquences néfastes. Et pour l'euthanasie, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup d'études de fait sur les conséquences néfastes, non pas pour le patient qui est mort, il est mort, mais d'une part sur l'entourage de ce patient, dans quelles conditions se font les deuils après euthanasie, sur le corps médical qui a été obligé de faire des gestes pour lesquels il n'est pas du tout préparé, et troisièmement sur la société entière, qu'est-ce que donnent ces sociétés où l'on permet l'euthanasie. Alors ça serait intéressant d'avoir des études objectives à la manière suédoise et qui soient publiées sur ces résultats. Voilà. Avant de changer de thématique, la philosophe ne s'est pas beaucoup exprimée dans ce débat. Vous avez peut-être quelques réflexions à faire sur ces échanges entre médecins? Non, mais c'est un débat, auquel j'assiste et que j'écoute avec beaucoup d'intérêt, mais je ne peux pas intervenir dans un débat médical. Quand vous parlez des conséquences, Madame parle des conséquences que l'on pourrait étudier de l'euthanasie, des sociétés qui pratiquent l'euthanasie. Je pense qu'effectivement, c'est quand même très très compliqué, là, parce que les conséquences dans les familles, dans l'entourage, on pourrait si jamais les conséquences étaient mauvaises, on pourrait vous dire que c'est parce que la culture n'est pas encore adaptée à ça. Enfin, je pense que c'est assez compliqué, mais j'écoute surtout. Je vous redonne la parole. Peut-être demander à Gemma de commenter ce que vous avez dit sur la filiation. Et ensuite, on fera la démarche inverse. Sur le problème de la place... Ah, pardon. Donc, je voudrais faire une remarque à Olivier. J'ai aussi beaucoup traité des scléroses latérales amyotrophiques et on connaît tous les deux le drame de cette situation. Le problème, moi, qui se pose, il me semble, c'est celui du consentement. On sait très bien que le consentement du patient, même pour un essai thérapeutique, on fait beaucoup d'essais thérapeutiques dans une pathologie dégénérative extrêmement invalidante. Qu'est-ce que veut dire le consentement? Éclairé, dit-on. Parce qu'on sait très bien, en tant que médecin, que qui consent un instant ne consent plus à un autre instant. Et on ne peut pas prévoir cette inscription du consentement dans une temporalité durable. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, le suicide, il me semble, mais je n'ai pas du tout de connaissance à ce niveau pour pouvoir être affirmatif, et surtout condamné par les religions monothéistes. Les trois religions monothéistes condamnent le suicide comme étant un péché. Quid des autres, c'est là où se situe mon ignorance, quid des autres cultures religieuses? Juste un mot à propos de... Vous avez raison, monsieur, dans les trois religions, ce qu'on appelle les trois religions monothéistes, même si l'expression est peut-être un peu exagérée, mais qui sont en même temps des religions transcendantes, parce qu'en fait, c'est parce qu'elles sont transcendantes, plus que parce qu'elles sont monothéistes, qu'elles récusent le suicide. Cela dit, effectivement, dans toutes les autres sociétés
sans exception, le suicide est possible, le vieillard qu'on envoie en haut du cocotier, l'infanticide, etc., le suicide de celui qui est malade, enfin, tout ça est considéré comme étant parfaitement normal. Et dans votre dernier ouvrage, Mme Delsol, vous avez l'air de dire que finalement la civilisation chrétienne a été une parenthèse et qu'on revient finalement à des pratiques antérieures. Ben oui, c'est ce que je crois constater. Naturellement, ça mène à des débats, mais c'est ce que je constate. Nous revenons à des paganismes, en fait. Oui. Alors, plutôt que de répondre à une question sur la filiation que je n'ai pas bien comprise, Michel, je voudrais juste ajouter un tout petit mot sur le débat passionnant qui vient d'avoir lieu, et en particulier sur les inquiétudes de notre confrère Joël Bocart, pour dire que une des spécificités du métier de médecin, bien sûr, Joël sait tout ça, mais je voudrais quand même le redire, c'est que nous sommes en permanence dans un aller-retour entre l'universel et le singulier. C'est-à-dire que sur la question de l'universel, comme par exemple les débats intéressants, je le redis, que nous avons aujourd'hui, nous sommes globalement tous d'accord. Nos sociétés sont construites sur deux interdits fondamentaux, l'interdit de l'inceste et l'interdit du meurtre, et bien loin de nous l'idée, en tant que médecin, de dépasser ces interdits. Par contre, notre métier, c'est aussi de nous retrouver de temps en temps, et je pense, sans vouloir me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je pense à la difficulté que j'ai sentie tout à l'heure dans les mots et sur le visage de Virginie Perrotin. Nous nous retrouvons de temps en temps face à la singularité d'une relation humaine qui est en rapport avec un lieu, avec une époque, avec une personne, avec ce qu'une personne est en train de vivre, avec ce que nous aussi, nous sommes en train de vivre. Et là, il y a des décisions qui sont prises les yeux dans les yeux et qui sont des décisions dans l'intime et qui, sans transgresser la loi, peuvent un petit peu jouer avec. Et je pense que ça fait partie aussi de notre métier de médecin. Moi, je suis confrontée à ça pour les questions du début de la vie. Et je suis très préoccupée par l'hyperabondance des lois qui n'en finissent pas d'être votées et qui essaient de me dicter la morale et l'éthique avec lesquelles il faudrait que je travaille. Un jour, on nous rallonge la loi de l'IVG, un jour, on nous demande de faire des enfants dans des conditions abracadabrantes. On ne peut pas tout nous imposer, même si je vis dans un respect total de la loi et qu'en plus la loi aide à la pensée éthique. Mais je peux vous dire que le moment où les yeux s'installent dans le regard de la femme qui est en face et qui expose la singularité de la souffrance qui est la sienne, là, on a parfois des réponses, des solutions ou une aide d'humain à humain qui dépasse ce qu'on peut dire dans un débat éthique. Et ça nous ramène peut-être à la réflexion d'Olivier sur la médecine, ce qu'est la médecine, et du caractère essentiel de la relation entre le médecin et son patient. Oui, je pense que tout est là. Et dans ces actes-là un peu extrêmes qu'on évoquait, et puis qui sont évoqués dans le segment d'Hippocrate, je ne remettrai à personne du poison si on m'en fait la demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion, et je ne remettrai à personne un PCR abortif. La société peut admettre, pourquoi pas, certaines situations, mais pourquoi demander aux médecins de le faire? C'est ça le problème. Moi, j'ai un collègue cancérologue, pneumocancérologue de Saint-Antoine, Lebeau, il a écrit un bouquin, L'Euthanasieur. Je ne sais pas si Henri le connaît. Eh bien, il dit, moi, lui, il est pour l'euthanasie. Mais il dit, mais c'est pas à moi de le faire. Si l'État veut admettre ça, il y a un corps de gens, il y a le bureau des naissances, le bureau des décès, et puis la salle où on fait les euthanasies. Et quant au ressenti des personnes, ça a été posé. Moi, j'ai eu quelques malades qui avaient des maladies chroniques, neuromusculaires ou neurologiques chroniques, qui sont allés en Suisse. Ben, je peux vous dire qu'après, j'ai parents qui ont accompagné leurs enfants, etc., ou mari qui a accompagné son épouse. Après, il faut gérer les services après-vente. Hein. Ça, je peux vous dire que sur le plan psychologique, il y a des séquelles. Hein. Donc, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. On n'est pas tout seul. On est des êtres de relation. Et même la personne âgée qui demande le suicide assisté en Suisse, etc.,
quelquefois, les enfants ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Et après, il faut accompagner la souffrance de ces parents. C'est complexe, quoi. On peut pas... Le comportement binaire sur ces situations-là, c'est complet, c'est néfaste, quoi. Voilà, il y a beaucoup de souffrance. Puis la vie, c'est un combat. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. On a des combats, des hauts et des bas. Moi, l'expérience que j'ai sur des malades à la fois de réanimation, et ensuite j'ai accompagné des gens pendant près de 40 ans, d'insuffisance respiratoire plus ou moins trachéotomisés, c'est que quand on s'occupe d'eux, qu'on est là, c'est-à-dire on n'est pas là uniquement pour régler le respirateur, mais on est là au téléphone le samedi, les dimanches, etc., eh bien, on ne demande pas. Les gens ne demandent pas à en finir. Ils demandent à le calmer, etc. Et puis il faut les écouter. Je disais tout à l'heure, il n'en peut plus, on lui arrête son respirateur. Il a demandé au départ, il était content, puis après il ne peut plus supporter, c'est ingérable pour tout le monde. Voilà. Bon. Et ensuite, je suis sorti de l'hôpital, je suis allé voir les gens chez eux. Quand vous allez dans une ferme de l'Aveyron, des hauts cantons de l'Aveyron, que vous voyez votre myopathe trachéotomisé, vous pensez différemment le soin dans votre hôpital, dans la chambre normée de réanimation, etc. Donc il y a des réalités, il faut vraiment... c'est pour ça que les débats que j'entends à la radio et à la télévision sur ces sujets-là me fatiguent un peu, parce que chaque cas est... Enfin, c'est binaire, voilà. Bon, on va peut-être, effectivement, dans ce que je voulais dire, c'est que vous êtes toutes deux intervenues sur les problématiques de filiation, notamment sur la place du père. Peut-être le regard croisé de l'une sur l'autre. J'aimerais savoir ce que vous pensez de cette question du père. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est le père qui éduque à la liberté, même si il ne faut pas être systématique? Vous venez justement de nous dire qu'il ne fallait jamais être systématique, et vous avez complètement raison. Il y a des femmes qui éduquent à la liberté très bien, il y a plein de cas. Mais d'une manière générale, c'est quand même le père qui éduque à la liberté. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui avec les jeunes délinquants. C'est que souvent, ils ne sont pas dans des cultures où le père éduque à la liberté. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans des gouvernements autocratiques. Donc, ou bien le père vous éduque à la liberté, il fabrique des citoyens et vous avez des gouvernements libres, ou bien le père n'éduque pas à la liberté pour toutes sortes de raisons, et puis le fils est rattrapé par l'État qui, à la limite, coupe la main du voleur s'il vole. Donc, à certains moments, il y a toujours quelque chose qui arrête, hein, avant ou après. Et je pense que les problèmes de délinquance que nous avons en France, c'est que, justement, nous avons un régime qui est indulgent, démocratique, pour des gens qui sont pas du tout éduqués pour ça, qui sont éduqués pour des régimes autocratiques. Ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Je vous remercie. Bien évidemment, Madame Delsol, je suis d'accord, et comment ne pas être d'accord avec une pensée aussi belle et profonde que la vôtre. Oui, le père éduque à la liberté, déjà et dès le départ, parce qu'il permet à l'enfant de se détourner de la mère. Elle est là, je pense, la première des libertés, être capable pour un enfant de regarder ailleurs que la mère, et c'est ça que le père permet. J'ai bien entendu votre étude, l'étude que vous avez citée tout à l'heure, de 97, je crois, sur ces résultats terrifiants chez les enfants délinquants, où l'on retrouve de tels pourcentages d'enfants qui ont grandi sans père. Mon ami Jean-Pierre Winter, que vous devez connaître, qui est psychanalyste et parisien, remarque que dans tous les drames que nous avons vécus ces 10 dernières années, dans tous les attentats, dans tous les drames d'origine islamiste, quand la presse se fait écho de ce qu'a fait Mohamed Merah, de ce qu'a fait... Enfin, je ne vais pas tous les citer, vous connaissez ces drames aussi bien que moi. Les pères sont absents. Les mères apparaissent toujours dans les journaux et à la télévision, mais pas les pères. Et Jean-Pierre Winter dit que le seul père qu'on ait entendu publiquement prendre la parole à propos d'un de ces crimes épouvantables, c'est le père de Mohamed Merah qui, du fin fond de la Tunisie, a demandé des dédommagements économiques. Donc,
il va dans votre sens. En ce qui concerne les nouvelles PMA qui sont aujourd'hui légales sur notre sol, vous le savez, depuis le 25 septembre, c'est encore plus important, parce qu'il ne s'agit pas d'être élevé sans père, il s'agit d'être conçu sans père. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge, et justement, notre crainte, quand je disais tout à l'heure que, heureusement, dans cette réécriture récente des lois de bioéthique, l'anonymat des dons de gamètes a été levé, parce que là, au moins, nous pouvons nommer, avec l'importance que nous apportons tous à la question du langage et du fait de pouvoir nommer, nous pouvons nommer l'élément masculin, heureusement. Donc il y a quelque chose, symboliquement, de l'altérité, non pas d'un père, mais en tout cas d'un géniteur, en tout cas d'un élément masculin, qui apparaîtra dans le récit de vie que nous devrons à l'enfant. Mais là où nous sommes très inquiets, c'est que nous avons affaire à des femmes seules ou à des couples de femmes qui prennent un plaisir, je pense, permettez-moi de dire, peut-être pervers, à faire croire à leur enfant qu'il a été conçu sans père, sans homme. Moi, j'ai une de mes patientes qui est venue en posant sur mon bureau la petite boîte contenant la précieuse semence que lui avait offert un bon copain, me disait-elle, et qui me demandait une insémination. Elle était en couple homosexuel. Et là, comme je disais tout à l'heure, je me suis appuyée sur la loi en disant « Madame, la loi ne m'autorise pas ». Donc la loi m'a rendu grandement service. Et j'ai dit « Mais… » Elle m'a dit « Ne vous inquiétez pas, je le ferai autre part ». Et c'est vrai, je l'ai croisée dans les couloirs du CHU 6 mois après avec un magnifique gros ventre. Mais j'ai demandé à cette dame comment elle aborderait la question du père, puisque père il n'y aurait pas. Et elle m'a répondu « Nous lui dirons, Isadora et moi, j'ai changé les prénoms, nous nous aimions tellement que tu vois, tu es venu. » C'est ça ce mensonge qui, dans la filiation, qui va empêcher, je pense, la filiation de s'établir correctement et l'inscription dans la génération. Donc le père, oui, il ouvre à la liberté, oui, son absence est dramatique, surtout si c'est à la conception. Le père, il est le symbole de l'autre, avec un A majuscule. Et Françoise Héritier disait, par exemple, que c'est la rencontre entre un homme et une femme qui permet à l'enfant de partir immédiatement s'installer dans la génération d'après. Et ce que nous craignons, c'est que ces enfants conçus par une femme seule ou par un couple de femmes restent à côté de leur mère, ce qui est, disent les psychanalystes, un grand danger de relation, symboliquement, évidemment, incestueuse. Oui, Olivier ? Non, tu relativisais l'histoire de l'accès aux origines, mais je crois que l'accès aux origines est quand même assez conditionné, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que le donneur il accepte qu'on puisse donner son nom, et ensuite l'enfant conçu ainsi aura accès aux origines à partir de 18 ans. Donc entre 0 et 18 ans, il peut se passer des choses. Ensuite, au point de vue, le problème de la PMA, alors on réduit la PMA à la fécondation in vitro. Mais le problème, ça se pose déjà dès la fécondation par insémination de donneurs. Il y a eu une histoire qui a fait scandale aux États-Unis, fin 19e, début 20e siècle. Pancoast, un grand nom de la médecine, un grand chirurgien, le syndrome de Pancoast-Tobias, on a appris ça. Il avait ses patientes qui étaient stériles, il a fait une insémination soi-disant avec le sperme du mari, mais en fait il a pris le sperme d'un de ses étudiants le plus costaud, le plus apte, comme on dit, à la reproduction, et on a révélé l'affaire 25 ans après. Mais ça a été un déchaînement dans la littérature, dans les ligues de vertu de la côte est des États-Unis, parlant d'adultère médical. Et donc je pense que le problème de la procréation médicalement assistée, bon, dans un couple stable, il n'y a pas de problème, mais pose d'emblée le problème de la filiation dès qu'il y a un donneur. L'insémination avec donneur ou la PMA avec donneur pose le problème de la filiation. Et je pense que c'est un des problèmes majeurs de toutes ces techniques de procréation médicalement assistée. Un petit commentaire, il y a une situation un petit peu paradoxale. Bon, des situations effectivement
d'enfants issus de 2 mamans sont quand même relativement rares. Et pour habiter à côté de la crèche du CHU, je peux témoigner que la plupart du temps, ce sont les papas, actuellement, qui amènent les enfants à la crèche. C'est-à-dire que dans notre société, l'image du père et la place du père dans la cellule familiale est en train aussi de changer. Mais ça n'est pas vraiment médiatisé. Sur ce thème, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je voudrais me retourner vers Gemma, qui a été mon externe il y a très peu de temps, et pour me dire que j'ai vécu quelque chose qui m'a très étonné, parce que je ne pratique pas cette discipline, si je puis dire, mais pour savoir si elle a raconté ça. Une dame opérée d'un cancer du sein veut un enfant, et il paraît qu'il faut aller à Barcelone pour ça. Bon, moi j'y allais quelques fois pour le Barça, mais je ne savais pas qu'on faisait autre chose. Alors, on lui prépare, attaché la ceinture, ça m'a tellement étonné, on lui prépare un enfant qu'il est dans une province, je ne sais pas comment, il est barcelonais, quoi. Il est livré, fini. Et on le lui met dans son utérus, à elle. Et c'est l'inverse de la gestation pour autrui. C'est autrui qui fait des gestations, et c'est elle qui en profite. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est pratiqué dans notre pays? Et est-ce que c'est admissible en France? Je ne sais pas. Oui, oui, cher Henri Pujol, mon maître et mon ami, c'est autorisé en France depuis le 25 septembre. Ce qui est arrivé à votre patiente qui a souffert d'un cancer du sein, c'est que probablement, peut-être à cause de la chimio, ou peut-être n'avait-elle plus de compagnon, peut-être avait-elle dépassé l'âge, mais elle ne pouvait plus avoir un enfant de façon, on va dire, naturelle. Donc, elle est allée à Barcelone, si je comprends bien votre histoire, et elle a reçu un embryon qui était issu certainement d'un don. En Catalogne, les donneurs sont rémunérés. Donc, il y a beaucoup de gamètes et d'embryons dans les congélateurs, parce que de nombreux étudiants financent leurs études comme ça. Donc, cette dame a reçu un embryon qui, s'il s'est nidé, lui aura donné un enfant 9 mois plus tard, et cet embryon lui a coûté 9 000 €. Ça marche rarement du premier coup, surtout que ces dames ont souvent un peu plus de 40 ans, le temps qu'ici, elles essaient de trouver l'âme sœur et d'y arriver. Donc il faut une moyenne de 3 tentatives par femme pour avoir un enfant. Ce sont les nouvelles PMA qui ont été votées le mois de juin dernier, et les décrets ont paru le 25 septembre en France. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire un enfant seul, ou faire un enfant, en tout cas sans homme, ou en couple de femmes. Je rajouterai qu'à Barcelone, avant la réimplantation de l'embryon dans l'utérus de la patiente du professeur Pujol, elle a eu un catalogue sur lequel elle a pu choisir l'enfant. La couleur des yeux, la couleur des cheveux. Je dis ça sans agressivité. Nous sommes dans quelque chose qui nous a emportés. J'en ai parlé tout à l'heure. Nous sommes à l'équilibre entre notre acceptation du progrès et les questions qu'il nous pose. Et je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de travailler à cet équilibre-là. Ce que je pense, pour rassurer Henri Pujol, ce que je pense, c'est qu'il va y avoir 2 façons maintenant d'exercer la médecine, en tout cas dans ma spécialité. La première façon, c'est, et je reprendrai une très belle phrase qu'a dit ce matin le doyen Jacques Bringer, qui je pense est parti, je regrette. Il a dit: ce que j'apprends à mes étudiants, c'est à penser. Ça, c'est la première façon de travailler avec le progrès. C'est-à-dire, oui, on a des embryons dans nos congélateurs. Oui, on peut implanter un embryon à cette malheureuse dame qui a eu un cancer du sein et qui veut être mère à 40 ans passés. En France, c'est pris en charge par la Sécurité sociale. Oui, ce sont les nouvelles lois et c'est le progrès avec lequel nous travaillons. Mais si l'on s'arrête quelques minutes
pour réfléchir à la question éthique. Et si grâce à ce temps que Jacques Bringer appelait ce matin la pensée, et en reprenant Hannah Arendt, si à ce moment-là, on trouve les possibilités humaines d'accompagner ce que l'on va offrir à cette dame d'une parole humanisante, je pense qu'il y aura moindre mal. Et si l'on crée en France des institutions qui permettront un accompagnement à ces nouvelles mères, pour les aider à trouver les mots, pour offrir un récit de vie honnête à leur enfant, là aussi on aura un moindre mal. Par contre, il y a une seconde façon de faire. C'est de partir avec le progrès, sans s'arrêter et sans se retourner. Et là, je pense qu'il y a danger pour la question de l'humanisme en médecine. Je prendrai, si je peux garder le micro une minute, un exemple très précis. Dans le groupe d'éthique que j'ai fondé il y a plus de 20 ans, nous avons une femme merveilleuse qui est la responsable du service de PMA de l'hôpital de Nîmes. Elle est ouverte au progrès. Elle travaille avec le progrès. Elle dirige un service de PMA dans lequel 30 personnes travaillent pour elle et avec elle. Et en même temps, elle s'arrête et elle réfléchit. C'est une femme vraiment qui pratique cette médecine humaniste dont nous parlons. Le 25 septembre, la loi a été votée. Si dans le groupe d'éthique qui s'appelle Labyrinthe, une seule personne m'avait dit je n'y arriverai plus, jamais j'aurais pensé que ça puisse être elle. C'était certainement celle d'entre nous tous qui était la plus en accord avec ces nouvelles techniques. Et là, elle m'a dit, en octobre, je n'y arriverai plus. Pourquoi ? Parce qu'elle a dans les couloirs de son service toute une jeune génération de gynécologues qui ont entre 35 et 40 ans, avec lesquels elle n'arrive plus à communiquer, parce qu'elle ne parle, pardon, je parle au féminin, parce qu'il n'y a plus que des femmes dans les jeunes médecins, elle n'arrive plus à communiquer parce qu'elle ne parle plus le même langage. Et elle dit, ces jeunes femmes courent en avant, on a des listes d'attente de 200 personnes pour congeler des ovocytes, parce qu'elles ont 38 ans, qu'elles sont médecins, qu'elles sont, peu importe, des professions qui ont pris du temps, et qu'elles ont peur, et tout le monde congèle ses ovocytes, tout le monde vient demander des enfants sans hommes, tout le monde veut fabriquer des choses. Et elle dit, nous ne parlons plus le même langage, c'est là qu'il y a danger. Des questions dans la salle sur cette thématique ? Étienne Quenan. Moi, je suis aussi comme Henri Pujol, c'est-à-dire je suis que chirurgien. C'est-à-dire, si vous confiez à un chirurgien des milliards de neurones, vous n'obtiendrez que le ragoût de la myéline. Mais je veux simplement dire par là que tout ceci me semble complètement délirant, et dans ce délire, je pense que les médecins portent une responsabilité abyssale. Parce que entre d'un côté une société qui vit avec l'égoïsme citoyen et le narcissisme partagé, qui est engagée dans une espèce de procédure comme ça, qui est avec un volant d'inertie qui est sans fin, et d'un autre côté les médecins qui quoi qu'il arrive, continue de... Enfin, bien sûr, c'est le politique qui impose les lois, parce qu'il ne sait pas dire non. Mais nous, nous ne savons pas dire non. Et on est tous là à regretter le système, mais on est à fond dedans. À fond les ballons. Et on vit de ça. Et demain, il va y avoir, vous allez voir qu'il va y avoir dans des universités des chaires de médecine liées à la PMA secondaire, au fait que les femmes seules, les femmes homosexuelles, les hommes machin, le GPA et tout ça, il va même y avoir des chaires pour ça. Alors, alors que c'est nous qui avons tout dans les mains. La société, elle veut, c'est normal, mais nous avons tout dans les mains. Et nous ne faisons rien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oui, Nous ne faisons rien. Nous essayons beaucoup, Étienne. Personnellement, il y a 5 ans que je travaille sur cette réécriture de loi de bioéthique, à titre personnel, mais aussi dans le groupe d'éthique que notre président Thierry Lava-Bertrand partage avec moi. Et je t'assure qu'on a beaucoup fait. On a pris la parole auprès des députés, auprès des sénateurs. J'ai été convoquée, j'ai été entendue, j'ai correspondu avec le président Macron. Mais je pense qu'il y avait quelque chose qui dépassait toute pensée éthique, aussi belle soit-elle. Il y avait quelque chose qui était simplement politique. Et que là... Je suis tout
tout à fait. Je ne dis pas que les médecins ne font rien, c'est pas la question. C'est que globalement, ça continue de progresser et la progression est asymptotique. On ne peut pas... Enfin, moi, c'est facile pour moi de parler de ça. Je ne suis pas dans ce milieu, c'est pas mon métier. Donc, je ne suis pas confronté à ça. C'est vrai que c'est trop facile pour moi de parler de ça. Mais je dis que dans beaucoup de domaines, et par exemple en urologie, je peux citer aussi des choses où nous avons perdu la main, mais nous avons perdu la main parce que nous avons laissé faire et que nous n'avons pas le courage de dire « ça, je ne le ferai pas, un point, c'est tout ». Voilà. Et on essaye de tergiverser, de ramener le politique vers une meilleure éthique, de ramener l'éthique vers une meilleure politique. L'éthique, c'est devenu un moyen de justifier l'injustifiable. Hein, comment le Conseil d'éthique va justifier tout ça? C'est impossible. Donc c'est devenu le moyen de justifier l'injustifiable par des procédés hasardeux, technologiques, tout ce qu'on voudra. Mais la base, c'est que c'est toi qui as en main le problème. Et si tu dis moi non, je résiste comme Achille, quand on vient lui prendre Bréséis, eh bien il dit non. Voilà. Alors, et c'est ça qui fonde l'Iliade, et c'est ça qui fonde notre humanité. Je te réponds, Étienne. Je te réponds. Je vais juste rester sur l'exemple de ces deux jeunes femmes homosexuelles qui étaient venues me voir il y a quelques années en posant la petite boîte magique sur mon bureau et en me demandant une insémination. J'ai dit non. Et cette dame m'a répondu, vos confrères le feront. Et j'ai dit, madame, ça c'est une autre affaire. Et nous nous réunissions avec Labyrinthe quelques jours plus tard, et j'ai raconté cette histoire. Et j'ai dit, j'étais blessée, en plus c'était il y a longtemps, donc on était dans les nouveautés. Enfin blessée, inquiète pour l'enfant à venir, à qui en plus on allait dire qu'il avait été conçu grâce à deux femmes, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Et j'ai raconté mon histoire à Labyrinthe. Et j'ai dit, je suis très malheureuse parce que le gynécologue de la porte d'à côté a fait l'insémination, c'est sûr et certain. Et la psychanalyste, une des psychanalystes, Pascal de Charentenay, m'a répondu « Oui, mais Gemma, le fait que tu aies pu dire non, quelque part, aura servi à quelque chose. Et quelque part, elle l'aura entendu. » Tu as raison. Je ne pouvais pas faire plus, Étienne. La critique, elle n'est pas liée vers toi ou vers chaque gynécologue. Elle est liée qu'à la fin, le corps médical est aussi lâche que l'organe politique. Nous sommes lâches dans cette histoire, c'est tout. Voilà, et puis, mais l'homme a fait ses faiblesses aussi. Hein, voilà, c'est comme ça. Ça amène aussi à évoquer la problématique de la clause de conscience. Hein, bien sûr, mais il ne faut pas la lâcher, celle-là. Voilà, et le législateur essaie de faire sauter cette clause de conscience qui ne permettra plus aux médecins de dire non, justement. Je crois que le doyen Touchon voulait intervenir. Une des choses qui m'ont interpellé, Madame Delsol, dans vos propos, c'est ce que vous avez évoqué, mais peut-être j'ai mal compris, c'est qu'un homme sans père, un monde sans père, excusez-moi, j'irai m'allonger quelque temps pour ça, un monde sans père ouvre à l'autocratie, au régime autocrate. Et alors, tous ces hommes, au sens humain, qui vont naître sans père, est-ce que c'est l'ouverture vers un régime autocrate? D'abord, on ne peut pas dire que les enfants qui vont naître seront tous sans père. Au contraire, vous l'avez rappelé, les pères sont beaucoup plus présents qu'ils ne l'étaient. Donc, c'est pas parce qu'un père va chercher les enfants à l'école ou change les couches qu'il n'est pas capable d'éduquer à la liberté. Ce que je veux dire quand je dis ça, c'est que l'enfant, en fait, il a d'abord besoin d'affection. Et ça, s'il n'en a pas, il devient fou. Ça, c'est une évidence, c'est primordial. Et bon, la mère et le père peuvent donner de l'affection. Mais si on veut l'éduquer à la liberté en plus, ce qui n'est pas obligatoire, parce qu'il y a plein de sociétés où l'enfant n'est pas éduqué à la liberté, si on veut ça en plus, il faut deux principes. Parce que c'est très compliqué à la fois de donner l'affection et d'éduquer à la liberté. Il suffit d'avoir eu des enfants pour le savoir. Donc vous voyez, c'est juste ce que je veux dire. Mais aujourd'hui, il y a quand même peu d'enfants qui naissent de PMA sans père. Enfin, heureusement d'ailleurs, j'espère qu'il n'y en aura pas quand même 50% de la population. La plupart de ceux qui ont un père présent et beaucoup plus qu'autrefois. Donc je ne suis pas vraiment inquiète là-dessus. Je ne pense pas que nous allons tomber dans l'autocratie à cause de ça. Je dis simplement qu'il faudrait qu'on envisage le problème des enfants qui ont une éducation
disons-le, musulmane, hein, qui ont une éducation pour l'autocratie. Hein. Et donc, c'est un problème français. Ça veut dire qu'il faut simplement se poser la question, accepter de regarder certaines choses en face. C'est simplement ça. Oui, je pense qu'il va falloir clore la table ronde, Monsieur le Président. Ouais, je voulais simplement revenir sur la question, en fait, des limites que vous avez évoquées, Chantal Delsol. Et effectivement, par rapport au fait que, au fond, faire ce que je veux, qui apparaît dans l'individualisme forcené dans lequel nous évoluons, conduit à une perte complète de repères. Mais il y a deux choses qui m'ont frappé dans ce que vous avez dit. C'est d'une part, le conséquentialisme, finalement, peut avoir un effet positif, mais il faut identifier les conséquences, que vous avez forcément dit. Mais combiner un autre facteur, qui est le facteur déterminant, c'est transcendance et immanence. Au fond, s'il n'y a pas de perception de transcendance, évidemment, la fin est définitive. Donc, la fin d'une personne est définitive s'il n'y a pas de transcendance. Donc, le critère de transcendance est important à analyser pour se rendre compte quelles sont les limites possibles dans les comportements humains. Oui, mais je ne sais pas si je comprends très bien ce que vous dites, mais dans les sociétés sans transcendance, qui sont quand même qui sont majoritaires depuis Cro-Magnon, j'entends, dans le temps et dans l'espace, c'est nous qui sommes un isolat, les sociétés monothéistes. Dans les sociétés sans transcendance, il y a des normes, il y a des lois, il y a des règles, il y a des morales, il y a des interdits, il y a des limites. Partout. J'ai cité tout à fait au début le clonage reproductif en Chine pour bien montrer que, évidemment, il y a des limites partout. Simplement, les limites ne sont pas données par la transcendance. Chez nous, elles sont données par une transcendance, mais nous sommes un corps, en fait. Nous sommes un isolat, au fond. Mais je ne sais pas si j'ai bien répondu. Oui, effectivement, je n'avais pas perçu du tout que nous étions un isolat par rapport à une histoire humaine. Ah si. C'est ça qui est impressionnant. Nous sommes un isolat qui a duré depuis Moïse, en fait, si vous voulez. Hein. Et peut-être qu'il va se clore, je ne sais pas, mais par rapport à l'immensité de ce qui s'est passé dans le temps et de ce qui se passe dans l'espace, nous sommes une exception. Je ne sais pas si elle est glorieuse ou pas, mais enfin, tout le reste, c'est de l'immanence, de la pure immanence, mais avec des morales, des règles, des lois, bien sûr, avec des sociétés structurées. On ne fait pas n'importe quoi. Vous nous avez dit dans votre intervention que les croyances alternatives ne sont pas encore apparues. Alors, quelles croyances peuvent apparaître ? Je pense qu'il y a un très grand nombre de croyances alternatives qui sont en train de chuchoter, de commencer, qui n'iront peut-être pas au bout les unes ou les autres. Et je ne sais pas ce que ça va donner dans 50 ans. Je pense que les choses vont se stabiliser. Il me semble par exemple que l'écologie actuellement est en train de devenir une religion. Ce que je regrette beaucoup, parce que je pense que l'écologie est une chose sérieuse, qui quand même est largement scientifique, enfin peut-être pas complètement, mais enfin largement scientifique, et quelque chose de très important, et qu'en faire une religion, c'est très grave pour elle, hein, parce que ça peut mener justement à sa chute. Olivier Jonquet ? Oui, on a parlé de bioéthique tout à l'heure. Alors on dit que la bioéthique c'est né il y a 50 ans avec Hegel, etc. En fait, c'est né bien avant. C'est un pasteur luthérien allemand qui a inventé le terme, en 1927, bioéthique. C'est intéressant parce que, bien sûr, bon, il prend les références bibliques, mais il a comme mentor François d'Assise et Rousseau. Et il a une vision beaucoup plus globale. Nous, on a cantonné la bioéthique dans nos petites éprouvettes de médecins, là. Mais lui, c'est une vision très, très, très large. C'est à la fois la médecine, c'est la nature, et que finalement, on est des êtres indépendants, et que finalement, dans une globale, il faut voir l'éthique de la vie dans une vision globale et pas uniquement dans notre microcosme d'humanoïde. Nous faisons partie d'un tout et d'un cosmos. Alors, c'était en 1927. 3 ans après, il y a eu quelqu'un qui est arrivé. Ça a tout bloqué le dynamisme, et ce n'est ressurgi que dans le domaine médical et très particulier des sciences de la vie dans les années 70. Mais cette vision qu'avait ce pasteur Fritz Scheer est vraiment très, très belle parce qu'elle est globale, elle est globalisante, et c'est peut-être l'introduction aussi pour ce qui va suivre de notre colloque. Oui, une réflexion, Madame Delsol, sur ce que vous avez dit, sur ces fameuses limites. Donc cette première
négation de la limite de la loi naturelle en disant le code Sepper, code Ubique, code Ababdibou, celle de Vincent Lérins. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que au XIXe siècle, ce sont les traditionalistes, et notamment le Lamennais première manière, qui défendent le principe et qui est condamné par l'Église au nom de la raison. Et donc, on se met à l'écart de la raison parce qu'on dit finalement, cette raison de l'Église, c'est une raison, c'est une loi, mais qui est tout à fait relative et que l'on peut violer. Et puis, il y a le transhumanisme, comme vous le dites, qui, lui, veut violer la loi de nature, même la loi scientifique, qui nous limite dans notre durée de vie, par exemple, puisque la nature, jusqu'à présent, ne nous fait pas vivre beaucoup plus que 120 ans. Alors, est-ce que tout ceci n'est pas basé, est-ce que la nouvelle limite, ça n'est pas de dire, oui, mais la science du transhumanisme, c'est une pseudo-science. Pourquoi? Parce qu'on sait depuis le XXe siècle que ce qui est la base de la science, c'est pas le déterminisme strict, c'est la probabilité. Et que donc il y a dans l'être humain, sinon la réalité, du moins la possibilité d'une transcendance objective. Et que c'est cette transcendance qui doit fonder, le respect de cette transcendance, qui doit fonder, par exemple, le droit à la vie et tout ce qui peut être contesté par les lois ou les évolutions des pratiques actuellement, par exemple, vis-à-vis de l'euthanasie, par exemple. Est-ce que c'est pas là la vraie nouvelle frontière sur laquelle on devrait réfléchir, en sachant que, bien entendu, beaucoup de choix légaux, éthiques, sociétaux actuels répondent à des pulsions, un peu comme le disait Étienne, à des pulsions générales de la société, et qui évidemment se moqueront éperdument de savoir qu'il y a une potentialité de transcendance objectivement réelle et scientifique actuellement. Vous utilisez le mot transcendance d'une manière... oui, volontairement nébuleuse. Très nébuleuse, oui, parce que la transcendance... Volontairement nébuleuse. Non. La transcendance, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité logique qu'il y ait autre chose. Oui, c'est tout. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y aurait une loi naturelle, on pourrait dire ça aussi, qui serait déterminée uniquement par ce qui est et par la raison. En quelque sorte que cette possibilité de, entre guillemets, transcendance imposerait une sorte de principe de précaution qui, lui, aurait une base objective. Oui, mais à ce moment-là, on va vous répondre en face. Mais alors, où est l'émancipation? Nous, ce que nous voulons, c'est justement dépasser les limites. Le but de la modernité et de la postmodernité, c'est justement d'outrepasser. Oui, mais le problème, lorsque le transhumaniste vous dit « je vais dépasser la loi de la nature », le problème, c'est que la loi de la nature, dans ce que l'on connaît réellement de la loi de la nature, de la loi physique, je dirais, physique et chimique, c'est une loi qui n'est pas une loi de déterminisme strict, mais celle dans laquelle le hasard joue un rôle important, et que le hasard est quand même une ouverture sur autre chose que justement ce déterminisme. Alors là, ça nous mène à des discussions sur le hasard et la nécessité. Absolument. Qui est absolument... Mais je pense que c'est un hasard. C'est une notion qui peut être à la base d'une nouvelle et d'un renouveau de la question bioéthique. Oui, c'est très possible. C'est très possible. Alors là, c'est... Je pense qu'il y a peut-être là un chemin qui pourrait théoriquement être un chemin consensuel, sans se faire d'illusions sur le fait que les pulsions sociétales seront toujours les pulsions sociétales et imposeront leurs lois. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, merci en tout cas. Olivier, pour conclure. Mais il y a le fondateur du Hastings Center, un des fondateurs du Hastings Center, Gaylis, je crois. Il a, une de ses citations introduit le film Bienvenue à Gattaca. C'est nous allons modifier la nature et nous allons modifier Dame Nature. En plus, c'est elle qui nous le demande. Donc on est arrivé dans une espèce de... Voilà, on ne sait plus où on est là. Bon, il est temps de conclure. Merci à tous les intervenants. Merci pour cette discussion passionnante et merci à tout le public.